Parmi toutes les interviews et conférences auxquelles j'ai assisté autour de la thématique de l'eau, une question centrale demeure sans réponse. Qui est responsable de la gestion de l'eau en temps normal au Maroc? Et la réponse se résume à un paradoxe. Tout le monde et personne à la fois. Pourtant, cela n'a pas toujours été ainsi. Dans son ouvrage Le miracle de l'eau, Souad Belkziz, architecte expert en tissus anciens, rapporte qu'à Marrakech, les principales khattara appartenaient aux habous, qui en assuraient la gestion. Ils exerçaient ce pouvoir à travers l'institution du Waqf, qui était un acteur important du développement de la ville, puisqu'elle détenait une richesse foncière et des revenus très importants. À partir de l'époque saadienne, ces institutions pieuses étaient si importantes qu'elles étaient encouragées par l'État. Lors d'un échange avec Souad Belkziz, j'ai appris que l'eau était acheminée de la chaîne de l'Atlas jusqu'au tissu urbain de Marrakech, puis dirigée vers plusieurs points nodaux d'eau qui se trouvent être les mosquées. En établissant un lien entre l'eau et la mosquée, l'intention était d'élever au rang de sacré cette ressource essentielle en harmonie avec les enseignements du Coran qui proclament ce qui se traduit par « et nous avons fait de l'eau la source de toute vie ». À ce propos, l'eau est perçue dans la tradition musulmane avant tout comme un bien commun. Autrement dit, personne n'est réellement propriétaire de l'eau. Cette eau est destinée à divers usages essentiels, satisfaire les besoins en eau potable de la population, irriguer les espaces verts, notamment la vaste palmeraie de Marrakech, et permet de développer des cultures adaptées au climat semi-aride de la région. Ces traditions qui visent à sanctifier l'eau, imprégnée donc d'une connotation religieuse, perdurent depuis l'époque des Almoravides et traversent les époques almohades, les Mérinides, des Saadiens, pour atteindre la dynastie alawite. Intervient alors l'ère de la colonisation. Petit à petit, on passe de l'eau du ciel à l'eau de l'État. By the way, ce qui suit provient d'une conversation et document que Feu Jeanne Chiche a partagé avec moi quelques mois avant son décès en mars dernier. Avant l'indépendance, le Maroc a vu son agriculture se concentrer dans les plaines, où prédominaient les ouvrages de grande hydraulique et des réseaux de puits. En dehors de ces zones, les méthodes agricoles restaient peu développées. Dans les plaines et plateaux atlantiques, l'instauration de domaines agricoles par des colons européens et notables marocains a favorisé le développement de la céréaculture et de l'arboriculture irriguée, marquant ainsi un tournant dans la production agricole de ces régions. En contraste avec cette modernisation agricole, les oasis vont connaître l'émergence d'une petite bourgeoisie agraire. C'est à ce moment-là qu'émerge l'idée inspiré du modèle colonial selon lequel le Maroc serait un grenier agricole. Post-indépendance, le Maroc consolide ses domaines céréaliers, qui constituent une des filières majeures de sa production agricole. L'État récupère officiellement en 1972 les terres issues de la colonisation. En parallèle, les transactions entre colons quittant le pays et grands investisseurs marocains posent les jalons d'une agriculture moderne et avancée. L'État persiste et signe avec la grande hydraulique, formule autrement, la politique qui consiste à édifier d'imposants ouvrages de retenue d'eau, indispensables au modèle agro-exportateur. Mais jusque-là, l'État maintient le contrôle. Dans son article « L'agriculture en prise avec la crise de l'eau », l'économiste Najib Arsbi explique qu'au début des années 1960, la stratégie de l'État dans l'agriculture s'identifie dès lors à la politique des barrages. Cette politique se fixe pour objectif l'irrigation d'1 million d'hectares à l'horizon 2000. Et pour y parvenir, elle prend la voie de la grande hydraulique, c'est-à-dire l'édification d'imposants ouvrages de retenue d'eau. Seul bémol, cette politique proposait de concentrer d'énormes ressources sur des périmètres qui représentaient tout au plus 1/10 des terres cultivables. Cette politique, note toujours l'économiste Najib Arsbi, exige de lourds investissements publics, largement financés par des emprunts externes, lesquels devaient être remboursés en devises. Et pour cela, il fallait privilégier des cultures destinées à l'exportation, non seulement parce qu'elles étaient censées mieux rentabiliser les investissements, mais aussi parce qu'elles devaient générer des devises si nécessaires au remboursement de la dette. Il y a eu lieu de noter également la libéralisation progressive des assolements, accompagnée par la diffusion des techniques de forage à partir des années 70, ce qui amplifie l'usage des eaux souterraines pour l'irrigation. Pourtant, le mythe d'un Maroc grenier agricole persiste et sert d'inspiration au plan Maroc vert. Cette feuille de route qui, comme son nom l'indique, suggère un Maroc verdoyant, mettant en avant l'ambition de promouvoir l'agriculture en tant que pilier essentiel de l'économie nationale. L'accès facile à l'eau, la libéralisation des assolements et la substitution des cultures pluviales par d'autres plus consommatrices en eau a eu pour corollaire l'assèchement des nappes, notamment dans Sousse, et la déplétion des gisements souterrains de Seyss, Barchid et Dalhaouz. Durant les années 2020, le système atteint ses limites. L'année 2022, par exemple, a été la pire jamais enregistrée depuis 60 ans dans les annales météorologiques du Maroc. Certes, plusieurs solutions importantes ont été mises en place pour lutter contre la sécheresse. L'interconnexion des bassins pour mieux gérer les périodes de pénurie, l'investissement dans des technologies de dessalement pour convertir l'eau de mer en eau potable, ou encore la lutte contre le gaspillage dans le milieu urbain. Mais en dépit du contexte de stress hydrique aigu que nous traversons actuellement, le statu quo demeure de mise dans le secteur agricole. Pourtant, le laisser-faire nous mène vers un avenir incertain où la recherche de solutions immédiates, telles que l'adoption du dessalement, méthode coûteuse et écologiquement non durable, risque d'aggraver l'épuisement de nos ressources stratégiques en eau.
en plus d'alourdir le fardeau de la dette nationale. Il ne suffit pas de connaître qui est responsable de la gestion de l'eau au Maroc. Après tout, un changement de paradigme nécessite une volonté politique concrète qui se traduit par des actes, bien au-delà des slogans. Ni moi, ni mes deux invités, professeur Tahar Sareri et Dr Zkaf Taheri, ne détenons ce pouvoir. Mais nous avons le vouloir, pour que l'on cesse de nous raconter des histoires, et que l'on décide enfin écrire un avenir où cette ressource précieuse est gérée avec la responsabilité qu'elle mérite. Voici le sommaire de cette émission. Nous débuterons par une perspective historique pour tenter de comprendre comment l'eau a façonné l'agriculture marocaine au fil des décennies. Nous explorons ensuite les scénarios envisageables pour l'avenir, en évaluant les avantages et limites du laisser-faire et de l'approche libérale prédominante dans le secteur agricole. Et dans le prolongement de la discussion, nous nous pencherons sur le dessalement comme alternative et explorerons des stratégies pour optimiser les ressources hydriques existantes. Discussion d'une extrême importance, car si on continue sur cette lancée, on a un horizon très sec qui se dessine devant nous d'ici 2035-2040. Avant tout propos, je me dois de saluer la mémoire d'une grande géographe qui nous a quittés récemment, Jeanne Chiche, celle qui m'a mis en contact avec vous, professeur Sareri. Je sais que Adi la connaît assez bien aussi, puisque vous êtes tous les deux lauréats de l'IAV de Rabat. Euh, Jeanne Chiche a été d'une bienveillance assez rare à mon égard. Peut-être que vous souhaiteriez dire un mot là-dessus. Moi, je pense que il faudrait une émission entière pour Jeanne Chiche. Mais bon, puisque tu as mis ce sujet sur la table, Allah yarhamha tout d'abord. C'était une très grande dame. Là, c'est une collègue que j'ai connue sur le tard parce que à peu près, c'était à la fin de sa carrière que moi j'ai démarré, disons, ma propre carrière. Mais Jeanne a tenu à rester en contact avec l'Institut, avec les enseignements, les encadrements d'étudiants pendant au moins une quinzaine d'années. Et je me dois de le dire ici bénévolement, et parfois même à ses propres frais, les sorties, etc. J'ai écrit récemment un petit texte que j'avais adressé à la communauté des enseignants-chercheurs pour dire que Jeanne était un des piliers d'Il y avait Hassan II, qu'avec la disparition de Jeanne, comme dit le proverbe africain, quand un grand-père s'en va, c'est toute une bibliothèque qui s'en va. Effectivement, Jeanne n'a pas beaucoup publié, malheureusement, mais elle a une connaissance incroyable et une érudition incroyable. Une connaissance du monde rural marocain qu'elle considérait comme un terrain de, disons, d'investigation par excellence. Et puis, bien sûr, une très haute estime du métier d'enseignant, la transmission du savoir, la transmission de ces immenses connaissances. Et encore une fois, qu'elle repose en paix. Ça a été une très grande dame. Personnellement, j'ai beaucoup appris auprès d'elle et je sais qu'elle m'appréciait beaucoup. Et c'était réciproque parce qu'on aimait beaucoup notre métier. Adil, Oui, Madame Chiche était mon professeur à l'IAV. On se rappelle toujours de son enthousiasme et de son dynamisme. C'était une grande personne. Mes condoléances à sa famille et à tout le corps enseignant de l'IAV. Mais aussi, je voudrais avoir une petite phrase sur les citoyens palestiniens, parce qu'à l'heure où nous enregistrons cette discussion, euh, au mois de Ramadan, les Palestiniens sont en train d'endurer une, euh, un génocide et une guerre inéquilibrée et injuste. que dire de plus si ce n'est que notre existence sur cette terre est éphémère. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Et raison pour laquelle il faut considérer un peu l'héritage qu'on envisage de laisser aux générations futures. Et en ce sens, Adil, je suis assez frappé de constater, c'est un constat personnel, j'implique personne là-dedans, que le summum de notre savoir-faire en termes d'ingénierie agricole fut quand même l'époque des Almoravides, des Almohades, l'époque des Khtarat. Il y a un super bouquin rédigé par Souad Belkzi à ce sujet. Je veux dire, pour penser à créer de l'ombre à Marrakech, dans la finalité de créer un microclimat pour cultiver un certain nombre de cultures, quand je lis ça et que je vois les vestiges de cette civilisation, ça me donne des frissons. Et le fait qu'on a enterré des Khtarat m'attriste. Je sais que c'est une question de foncier, machin, mais en termes de maintien de savoir-faire ancestral, le déclin est quand même spectaculaire.
Professeur Sarari, 2 ans après, 2 ans se sont écoulés depuis notre dernier entretien. On m'a reproché gentiment à l'époque d'avoir été un peu radical. C'est ce à quoi il faut s'attendre quand on ne renforce pas les convictions de ceux qui se font des illusions sur leurs propres illusions. Je crois que maintenant tout est clair, mais ça ne nous empêche pas de faire avancer la réflexion, n'est-ce pas, professeur? Oui, effectivement, bon, on avait eu une discussion, comme tu dis, dans le cadre de l'émission euh, Langue. Et à l'époque, c'était en février 2022. C'était, je Oui, pense, la première année, on va dire, très mauvaise, avec 2 mois d'absence de précipitation, janvier et février. Et depuis, malheureusement, bon, les choses ne se sont pas vraiment améliorées. Et nous en sommes, pour l'année en cours, 2023-2024, dans une situation quasi similaire. C'est-à-dire, on a eu encore une fois 2 mois sans pluie. Et bien entendu, le débat sur les effets du changement climatique, le débat sur les ambitions du secteur agricole marocain, doit plus que jamais être ouvert. Un débat citoyen, un débat serein, un débat calme. Et malheureusement, à l'heure où je te parle, on est encore loin de cette ouverture du débat. Et j'en veux pour preuve clair, clair. des sorties médiatiques de certains responsables qui continuent de prêcher que le Maroc est une puissance agricole, que l'avocatier valorise mieux l'eau que les céréales, comme si ces personnes-là pensaient qu'on peut irriguer tout le Maroc, que l'irrigation en été est infinie, alors qu'on est face à une ressource très fragile et finie, par essence finie. C'est-à-dire que même ce à quoi on pouvait s'attendre il y a de ça quelques années, aujourd'hui, on ne l'a plus, puisque officiellement, maintenant, on nous dit que les précipitations ont chuté d'à peu près 70% au cours des 5 dernières années. Et je pense que ceux qui disent ça, et qui est un discours officiel, qui ne vient que du ministre, disons, en charge du Bon, secteur de l'eau, ben, ceux qui disent ça doivent aussi garder en tête qu'on n'est qu'au début du réchauffement climatique. Et donc, peut-être qu'il faut s'attendre à des situations encore plus graves à l'avenir. Et l'esprit même d'un débat citoyen, c'est d'ouvrir la discussion et d'avoir différents avis, mais de rester quand même, on va dire, sage. Parce qu'il est hors de question de revenir donc à des ambitions démesurées qui aujourd'hui d'ailleurs ne sont plus du tout à l'ordre du jour. Actuellement, on parle de résilience, mais il faut dire que avant le protectorat, l'agriculteur marocain, il pratiquait la résilience. Les systèmes de production à cette époque étaient des systèmes résilients, des systèmes qui s'adaptent aux conditions environnementales, édaphiques, climatiques du Maroc. Et puisque vous savez que au Maroc, il y a plusieurs étages, une diversité d'étages bioclimatiques, il faut savoir aussi que les agriculteurs marocains ont adopté plusieurs, selon les étages bioclimatiques, des systèmes de production différents et donc des agricultures différentes. On peut parler de l'agriculture dans les oasis, aux montagnes, dans les zones arides et semi-arides. C'était ça l'agriculture qui prévalait avant le protectorat. Au temps du protectorat, bien sûr, les colons, les Français, sont venus avec l'idée de trouver un grenier au niveau du Maroc. Ils ont commencé par les zones pluviales. Et là, dans les zones arides et semi-arides marocaines, il faut savoir que le climat, c'est la contrainte limitante, ou bien l'eau, c'est la contrainte la plus prioritaire et la plus limitante pour la production agricole au Maroc. Et dans ces zones-là, le risque de produire pour faire des profits est assez élevé. C'est ça qui a impacté l'agriculture pluviale au Maroc. Donc, vu ces données-là, les colons ont pensé à assurer la production végétale. C'est comme ça qu'ils ont pensé au début à la construction des barrages, à l'installation de structures hydro-agricoles. Et d'ailleurs, le maréchal Lyautey qui disait pas une seule goutte à l'océan. Cette perspective introduit la vision de l'utilisation intensive des ressources en eau. Depuis cette époque-là, je crois que notre perspective n'a pas trop changé. On est dans
dans une perspective productiviste orientée vers l'exportation des produits agricoles et l'on oublie par la même occasion que notre environnement, notre climat, c'est un climat aride et semi-aride. Dans sa majorité, on est limitrophe du Sahara et donc il faut faire avec, il faut faire une agriculture résiliente qui respecte nos spécificités environnementales, hydriques et d'Afrique. Je dirais que la gestion de l'eau est avant tout une question de souveraineté. Exemple, je discutais il n'y a pas longtemps avec une personne bien au fait de ces dossiers liés à la rareté de l'eau au Maroc et j'apprends, écoutez bien, que lors de la mise en œuvre du plan Maroc vert, le ministère de tutelle n'a pas consulté les agences de bassin hydraulique pour savoir s'il y avait l'équivalent de ce qu'on voulait produire et atteindre comme objectif en termes de production et d'export en eau. Et alors, quand on est un citoyen normalement constitué, on se demande à quoi servent les agences de bassin hydraulique si on les implique pas dans la planification. Alors, on peut regarder la chose en lâchant un commentaire du genre, c'est dire le laxisme généralisé, caractéristique de notre époque, et se perdre dans des réflexions intellectuelles débiles et stériles à la fois, ou alors prendre acte du fait que les organismes publics sont soumis aux impératifs du marché, conséquence directe du désengagement progressif de l'État au fil des années, de l'adoption dans un premier temps des politiques du des programmes d'ajustement structurel, de la signature des accords de libre-échange, de la libéralisation des prix, notamment des produits alimentaires, comme le souligne d'ailleurs un tas d'économistes. Alors voilà, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus? Oui, eh bien, la question, elle est claire. D'abord, c'est la liaison, on va dire, dialectique qui est entre l'eau et la production agricole. Parce qu'aujourd'hui, il y en a même qui sont dans le déni de cette relation et qui disent non, le secteur agricole ne consomme pas d'eau. Alors que c'est une donnée mondiale, l'agriculture, c'est plus de 80%. Au Maroc, on parle de 85, 87. Et d'ailleurs, ce sont les statistiques du Haut Commissariat au plan. Donc, je pense qu'il n'y a même pas besoin, disons, de penser à ce que ces données-là ne soient pas réalistes. C'est une donnée structurelle. L'agriculture a toujours consommé énormément d'eau. Et on peut s'en rendre compte au niveau micro bien sûr, quand on fait des suivis de production, ou de ce que j'appellerais de valorisation de l'eau par l'agriculture dans ses différentes spéculations, élevage, culture, etc. En fait, la question, elle va même au-delà de ça. À mon avis, et c'est pour ça qu'il est important de revenir au savoir scientifique, ce qui pose problème aujourd'hui au Maroc, c'est l'origine de l'eau et l'intégration de cette origine dans nos ambitions agricoles. On a l'impression que dans tout le pays s'est développé un collectif imaginaire qui consiste à penser qu'on peut irriguer partout. Et je voudrais revenir à ce qu'a dit notre ami Setaeri par rapport à l'histoire. C'est important de revenir à l'histoire. Comme le dit le proverbe, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Effectivement, c'est la phase de la colonisation qui nous a, disons, introduit l'idée que, euh, à travers un rêve californien, parce que les colons français au Maroc se sont inspirés de l'expérience californienne. Et il y a des écrits historiques qui attestent de tout cela. On va verdir le Maroc dans son intégralité. D'ailleurs, le plan Maroc vert, l'appellation, elle est claire. On va verdir le Maroc. Et en quelque sorte, c'est comme si la technologie, c'est-à-dire l'irrigation, va permettre de dépasser les limites de la nature. Et d'ailleurs, tous les ingénieurs du génie rural le savent très bien. Aujourd'hui, le service de l'eau est arrêté dans différentes zones de grande hydraulique parce qu'on n'a plus cette eau. Là, là, je n'en parle même pas. Les périmètres encore plus au sud, notamment sous Massa, ça fait très longtemps que le service de l'eau n'y est plus pratiqué parce que nous n'avons plus cette eau. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans ma première intervention, les ambitions agricoles doivent être considérées à l'aune de la disponibilité en eau renouvelable, d'où l'importance majeure de l'eau pluviale, des eaux superficielles si nos barrages sont pleins, et surtout dire que l'eau des nappes, c'est stratégique, c'est quelque chose qu'il faut préserver pour les générations à venir, pour l'abreuvement des villes, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est cet abreuvement qui ne représente même pas 10%, disons, de nos usages annuels, qui est aujourd'hui, comment dire,
mise en péril. On risque d'avoir des coupures d'eau et on a déjà eu des coupures d'eau au mois de février dans des grandes villes. Stade, Berchid, pour vous dire. Les politiques de l'eau et la politique agricole, ils vont de pair. Et d'ailleurs, dans les années 60, lorsqu'on a commencé la politique des barrages et tout, on parlait plutôt d'autosuffisance alimentaire. Et si tu te rappelles un petit peu notre entretien, ça fait quelques années, on parlait de l'eau de l'État, si on veut dire, la prominence du politique sur la gestion des ressources en eau et sur la production alimentaire. Et après, dans les années 80, on est passé à la libéralisation des assolements et on ne parlait plus d'autosuffisance alimentaire, on parlait de sécurité alimentaire. Donc, on devait amener les devises pour compléter nos besoins alimentaires. Et actuellement, on parle de souveraineté Pour financer alimentaire. aussi la Ce politique que des je veux barrages. dire par là, ce que je veux vous communiquer, c'est que autosuffisance alimentaire, sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, c'est juste des symboles pour montrer la prominence d'un secteur sur l'autre. Autosuffisance alimentaire, c'est la prominence du politique. La sécurité alimentaire, c'est la prominence de l'économique. Et la souveraineté alimentaire, c'est la prominence des producteurs. Ce dont on a besoin pour, pour avoir une politique cohérente de gestion des ressources en eau et de production alimentaire, c'est de combiner les deux. Ça veut dire qu'on doit avoir une agriculture qui respecte notre potentiel hydrique, qui respecte notre potentiel édaphique. Dans le jargon du GIS, du système d'information géographique, c'est des layers, c'est des couches. La couche du potentiel hydrique, la couche des sols édaphiques, la couche du climat environnemental. C'est tout ça qui définit ta politique agricole. On ne peut pas produire là où on veut ce qu'on veut. Ça doit être raisonné scientifiquement et techniquement. Et je crois que cette dislocation entre le technique, l'économique et le politique, ça fait beaucoup de mal au Maroc. Et ça fait beaucoup de mal, pas seulement au Maroc, mais à beaucoup de régions, Maghreb y compris. Euh, c'est intéressant et il faut insister là-dessus. On ne peut pas produire ce qu'on veut là où on veut. Alors, il y a 4 à 5 millions de personnes qui dépendent de l'agriculture au Maroc. On va se livrer à un exercice un peu stimulant cognitivement parlant. Vu la complexité de la situation et en vue de cerner les orientations à venir, j'ai élaboré, en préparant cette discussion, 3 scénarios, non pas pour verser dans le sensationnel, mais parce qu'ils me paraissent crédibles. Et je vais vous demander rapidement votre avis sur chacun des scénarios. Et pour chaque scénario, je vous interrogerai sur l'impact sur nos modes de vie, sur l'agriculture, en termes de production et d'export. Ça marche? Ouais. Alors, premier scénario intitulé Statu quo. Alors, on continue de fonctionner avec des niveaux faibles, compte tenu des niveaux de retenue d'eau des barrages et de la période de sécheresse qu'on traverse aujourd'hui, exacerbée, comme vous le disiez tout à l'heure, professeur Sarali, par le réchauffement climatique. Et on continue d'exercer une pression croissante sur les nappes phréatiques jusqu'à quasi-épuisement. Et pour solution alternative, on se rabat sur le dessalement de l'eau de mer. La question est alors, quel impact sur nos modes de vie, sur l'agriculture en termes de production et d'export? C'est le scénario que la littérature scientifique appelle laisser-faire. En anglais, ils utilisent le mot français laisser-faire. On trouve ça beaucoup sur l'usage des ressources naturelles de manière générale et notamment l'eau. Laisser faire, on est un peu dans ça maintenant. Depuis maintenant 15 ou 20 ans. La rétrospective historique qu'a fait notre ami Seyd Taheri, elle est juste, elle est à sa place. Elle suit un peu les grandes évolutions historiques du monde dans son intégralité. On est passé de phase dirigiste où l'État avait la main sur l'eau. On revient au fameux article de Paul Pascon, de l'eau du ciel à l'eau de l'État. Fin des années 70, ça s'arrêtait à l'eau de l'État, les barrages. L'irrigation privée était quasiment inexistante. Aujourd'hui, l'irrigation privée est plus importante que l'irrigation à partir des barrages. Donc, ça montre bien qu'on est dans... Le monde change. Si on reste dans laisser-faire, ça veut dire l'anéantissement des nappes, ça veut dire de gros investissements dans l'eau potable, dont le dessalement,
Mais ça veut surtout dire que on met à la porte, c'est pas 4 millions de personnes, hein, c'est Ayoub, c'est 15 millions de personnes. Parce que les 4 millions, à peu près 4 millions, c'est les travailleurs du secteur agricole. Mais derrière, tu as les membres de leur famille, tous ceux qui sont rattachés à cet écosystème, c'est la moitié du Maroc. Et je dirais même que c'est au-delà. Parce qu'aujourd'hui, même dans les villes, les gens ont des attaches. Il suffit de faire une enquête dans le monde rural sur, par exemple, le financement d'une campagne agricole, les céréales. Et on te dira, c'est mon frère qui est pilote ou qui est gardien, pour te dire, toutes les couches sociales sont mises à contribution pour financer le début de la campagne agricole, l'achat des semences, les labours, etc. Donc laisser faire, c'est dire à les millions de Marocains, vous êtes exclus du jeu. Et c'est ce qu'on observe même dans les zones où il y a de l'irrigation privée, c'est-à-dire à partir des pompages. Quand l'eau commence à baisser et qu'elle pèse davantage, ceux qui ne peuvent plus pomper quittent le jeu. Où est-ce qu'ils vont? C'est une autre étude d'affaires. Et c'est une étude sociologique. Ils quittent le monde de la production agricole, ils peuvent devenir ouvriers chez ceux qui ont encore accès à de l'eau souterraine, ou là, ils peuvent être forcés à l'exode rural et rentrer grossir les troupes, on va dire, dans les bidonvilles, etc. Malheureusement, c'est ça la situation. L'autre réalité, dans le laisser-faire, c'est la dépendance alimentaire. On parlait tout à l'heure de souveraineté. Aujourd'hui, on est dans la souveraineté alimentaire, c'est un slogan. Dans la réalité, est-ce qu'on est dans la souveraineté alimentaire? Pas du tout. On est dans l'importation massive de la majorité de nos besoins alimentaires de base, les calories creuses, qui sont malheureusement des calories mauvaises pour la santé, parce qu'elles n'apportent pas les nutriments indispensables. Quand vous importez des millions de tonnes de blé pour produire ce qu'on appelle au quotidien le farina, la farine, pour faire du pain, on est dans la dépendance alimentaire absolue, avec les conséquences sur la santé des Marocains, diabète, etc. Rapidement, c'est un scénario non durable, c'est un scénario catastrophique. On n'a plus, avec ces années de sécheresse, on n'a plus le potentiel hydrique ou bien les ressources renouvelables hydriques pour exercer une agriculture intensive comme on le faisait au niveau des périmètres irrigués. Bien sûr, on ne peut pas changer de modèle agricole d'une année à l'autre, mais il faut remédier aux déficiences au niveau de ces périmètres irrigués, que ce soit au niveau de la gestion des réseaux, des pertes qui sont énormes, des pertes agricoles qui sont énormes au niveau des réseaux, de transport et d'adduction, puis au niveau des réseaux. Il faut revoir aussi l'efficience d'utilisation de l'eau par les agriculteurs parce que eux-mêmes, ils ont besoin de formation. Je crois que au Maroc, on a mis le paquet sur les questions techniques, sur les questions économiques et on a oublié l'aspect majeur de tout ça, c'est la formation technique, c'est le software. Si les agriculteurs ne sont pas sensibilisés à la valeur de l'eau en premier lieu, puis à sa manipulation, aux techniques d'irrigation, on est en train de perdre beaucoup d'eau. Il y a aussi la valorisation de cette eau économiquement. On a des niveaux de valorisation de l'eau qui sont très faibles. Je vous donne des chiffres, par exemple, la valeur ajoutée d'un mètre cube d'eau au niveau des périmètres irrigués, il est en moyenne de 1 dirham 50, je crois. Et, par exemple, au Souss, il passe à 2 dirhams, 2 dirhams 50. C'est assez faible. Juste au nord de la Méditerranée, prenons le cas de l'Espagne, ils ont des niveaux de valorisation beaucoup plus élevés. Il y a aussi le prix de l'eau. Je crois que le prix de l'eau, il incite au gaspillage. L'eau au Maroc, au niveau des périmètres irrigués, elle est entre 0,25 et 0,75 dirhams le mètre cube. C'est assez faible. Peut-être qu'on le fait pour laisser les denrées alimentaires, le prix des denrées alimentaires dans des niveaux accessibles, mais en même temps, ce prix-là, il ne représente même pas 10% des inputs, des entrées agricoles. Deuxième scénario, option 2, intitulé Touche pas à l'investisseur. Une politique de rationalisation de l'eau est instaurée à l'échelle nationale. Le recours à l'usage de l'eau usée pour l'irrigation des espaces verts dans les villes, les hammams accessibles 3 jours par semaine, recours à des méthodes d'utilisation d'eau plus économes. On demande aux croyants
par exemple, pratiquant d'économiser dans la pollution, etc. J'ouvre la parenthèse, les usages domestiques urbains et industriels ne représentent que 15% de la consommation marocaine en eau. C'est le secteur agricole qui cumule plus de, comme vous le soulignez tout à l'heure, professeur Sarali, près de 85% de la consommation d'eau au Maroc. Et donc, dans ce deuxième scénario, on se serre bien la ceinture comme il faut, nous, citoyens, mais aucune restriction pour l'investisseur en agriculture, en industrie, dans le tourisme, et ce, en ligne avec la nouvelle charte d'investissement dont l'objectif, je le rappelle à terme, est d'inverser la proportion d'investissement privé et public pour atteindre les deux tiers pour le secteur privé. Même question, quel impact sur le mode de vie et surtout sur l'agriculture en termes de production et d'export? Moi, si je retiens ce que tu viens de dire, d'abord, il faut qu'on soit clair. C'est pas en fermant les lavages de voitures et les hammams qu'on va solutionner le problème de l'eau au Maroc. Il y aurait même des questions à se poser sur les revenus des personnes liées à ces activités. Bon, c'est peut-être pas la, l'occasion disons, d'ouvrir ce débat, mais en termes d'agriculture, ce que tu viens d'évoquer là n'a quasiment aucune incidence par rapport, disons, aux vraies pressions exercées par le changement climatique, par la substitution d'une agriculture exclusivement pluviale, ou là en grande partie pluviale, qui faisait la marque de fabrique de l'agriculture marocaine, par une soi-disant agriculture maîtrisée par l'irrigation et qui aujourd'hui ne l'est plus. Parce qu'on voit, il faut que les gens aient la juste mesure des choses. Même dans les zones de grande hydraulique, où il y avait la maîtrise technique de l'État et des moyens de l'État et les barrages. Alors aujourd'hui, l'agriculture est en souffrance absolue. Quand vous allez dans le Tzadla et que vous voyez des vergers d'oliviers en train de périr parce qu'ils n'ont pas été irrigués depuis 2 ou 3 ans, ah, ça montre bien que ce n'est pas l'eau du hammam qui va permettre de solutionner Exact. disons, la- la situation où on se retrouve aujourd'hui. Dans toutes les zones semi-arides où il y avait l'illusion qu'on allait pouvoir continuer à irriguer davantage et aussi l'illusion des économies d'eau par le goutte à goutte, ça il faut en parler, c'est important parce que la littérature scientifique elle est claire là-dessus. Le goutte à goutte ne permet quasiment pas d'économies et s'il y a des économies, elles sont souvent théoriques et puis par l'effet rebond. Et donc là, bon, je ne vais pas envie de rentrer dans des concepts un peu scientifiques, mais l'effet rebond, ça consiste juste à dire que l'amélioration de l'efficience que permet une technique, souvent, elle est contrebalancée par le fait que tout le monde utilise davantage cette technique. Je vais te donner un exemple clair. Aujourd'hui, on nous dit que les moteurs d'avion sont moins polluants qu'il y a de ça 40 ans. Et donc, celui qui entendrait ça dirait, si je prends l'avion aujourd'hui, je pollue moins. Mais comme tout le monde aujourd'hui prend l'avion, ben, in fine, le voyage en avion est très polluant par rapport à ce qu'il y était il y a de cela 40 ans. Donc voilà un peu pour expliquer ce que c'est que l'effet rebond. Exactement la même chose avec l'irrigation au goutte à goutte. Avant l'irrigation, quand je dis avant, c'est-à-dire avant le début du plan Maroc vert, l'irrigation était quasiment maîtrisée par l'État dans des grands périmètres irrigués, avec des lâchers d'eau maîtrisés, avec des volumes d'eau utilisés maîtrisés, ou relativement maîtrisés. Aujourd'hui, nous avons plus d'hectares irrigués par l'irrigation privée, c'est-à-dire des prélèvements dans les nappes, le plus souvent avec des bassins, où on a du stockage d'eau en surface, avec toute l'évaporation qu'il y a derrière. Personne ne parle de ces choses-là. Et in C'est fine, absurde cette histoire. De... ben oui, ben je Ouais. suis totalement d'accord. Mais voici le modèle aujourd'hui qui est présenté. Je mets modèle entre guillemets. Et aujourd'hui, pour finir mon idée, l'eau qui est utilisée par l'irrigation privée sans aucun contrôle dans un domaine qui est devenu totalement occulte dépasse de loin l'irrigation, disons, maîtrisée par l'État, c'est-à-dire à travers les lâchers d'eau dans les barrages. La part de consommation par les municipalités ou l'eau urbaine ne dépasse pas 5 à 7% de toutes les ressources renouvelables du pays. Donc, c'est une très petite part par rapport au gros consommateur d'eau qu'est l'agriculture. Donc,
au niveau, quand j'entends les hammams et le lavage de voitures, je crois que là, peut-être que le ministère de l'Intérieur, ils font plus d'efforts qu'ils ne devraient faire. Euh, je veux dire, on est maintenant, on est confronté au problème de la rareté des ressources hydriques et je ne veux pas qu'on soit confronté aussi à un problème d'hygiène. Ce qu'il faut savoir, c'est que des réductions minimes au niveau du secteur agricole peuvent économiser des quantités énormes pour les besoins d'eau potable et pour le tourisme et pour l'industrie. Troisième scénario, intitulé Et si nous revenions à la raison? On abandonne la logique libérale dans l'agriculture et on décrète dans le house, par exemple, l'interdiction de cultiver la carotte. Dans le tourisme, on réduit le nombre de golfs, même si on sait aujourd'hui qu'elles sont irriguées en grande partie par les steppes. Peut-être qu'il y a moyen d'orienter l'eau de la steppe vers quelque chose de plus utile. Et on abandonne les espaces verts. À Marrakech, par exemple, c'est une ville aride où le soleil tape fort une bonne partie de l'année. Et on met des cactus un peu partout. C'est beau aussi. Donc, quel impact sur nos modes de vie et sur l'agriculture en termes de production et d'export? Oui, bon, ça c'est le scénario auquel n'importe qui a un minimum de, disons, de bon sens aspire, c'est-à-dire revenir à la raison. Surtout, je pense que là, il faut mettre en avant le concept de système alimentaire, c'est-à-dire depuis la production, la mobilisation des ressources en eau dans leur diversité pour assurer cette production, et puis aller jusqu'à la consommation, parce qu'il faut le dire aussi aujourd'hui, peut-être que nos comportements alimentaires s'éloignent de nos possibilités, euh, aussi bien économiques, quand on voit le gaspillage alimentaire, que hydrique. Quand on voit qu'aujourd'hui, les Marocains se sont habitués à avoir bon, certaines classes, ceux qui ont les moyens, d'avoir de l'avocat sur leur table toute l'année, alors que pour nous, c'était une culture totalement, on va dire, étrangère. Il y a de ça une génération, il y a de ça 30, 40 ans, on n'était pas obligé de mettre de l'avocat dans nos salades. Mais si je reviens à l'amont du système alimentaire, je n'ai pas la prétention de faire de l'éducation nutritionnelle. Il y a des gens qui peuvent s'en charger. Et à mon avis, il faut que ça soit à l'ordre du jour dans les écoles, dans les familles, etc. Parce que quand on voit les ravages de la mauvaise alimentation aujourd'hui sur la société marocaine, l'augmentation des cas d'obésité, le diabète, et j'en passe, il y a vraiment urgence à ce que nous reprenions en main cet aspect-là. Mais je vais revenir à ce que je maîtrise mieux, c'est-à-dire l'amont, la production. Donc tu parlais de revenir à la raison. Qu'est-ce qui doit être fait? Un, valoriser d'abord de manière optimale l'eau de pluie, là où il y en a encore un peu, c'est-à-dire le nord du pays. Et je vais te dire, une année pareille, qui va être une année très mauvaise en termes de production agricole, et qu'on pourra bien sûr quantifier quand on aura les chiffres de la production annuelle de céréales, parce que ça reste le baromètre, disons, du secteur agricole. Une année pareille, si tu sors et tu te promènes dans le monde rural, même dans des zones un peu plus au sud, c'est-à-dire Doukkala, Abda, Chaouia, ce qui pour moi constitue les limites, on va dire, de l'agriculture pluviale. Parce que encore plus au sud, il faut plus se leurrer, il n'y a plus grand-chose. Tu vois qu'il y a quand même, par une année très difficile, des parcelles de céréales qui sont relativement en bon état, notamment à côté des côtes, parce qu'elles ont bénéficié des précipitations occultes, la rosée, etc., l'humidité qu'il peut y avoir à côté des côtes, et même parfois à l'intérieur du pays, chez des agriculteurs qui ont su travailler pour la préserver l'humidité des sols, etc. Donc c'est là où il y a des gisements pour l'avenir. La céréaliculture pluviale, qui valorise de la manière la plus efficace et avec des ressources génétiques sélectionnées. Donc ça veut dire 40 ans de travail. Chad, le retour à la raison, c'est pas, comme on dit, un décret que va signer un responsable. Non, c'est 40 ans de travail, c'est 2 générations de travail, changer de paradigme, revenir aux céréales, sélectionner avec l'effort de sélection qu'il y a derrière, qui va faire cette sélection. Les légumineuses alimentaires, voilà un mot primordial quand on parle de sauvegarder la fertilité des sols, quand on parle d'avoir la pérennité des systèmes agricoles pour nourrir 40 millions de Marocains, parce que c'est ce qu'on est devenu, on n'est plus 10, on n'est plus 20.
Et puis, bien sûr, et là, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, l'élevage adossé à la valorisation de l'eau pluviale. Quand vous voyez une vache pâturer sur de l'herbe, c'est une très jolie photo, mais il faut bien vous dire c'est de l'eau pluviale et ce n'est pas de l'eau des nappes à 40 ou à 200 mètres de profondeur qu'on va épuiser, qui parfois est non renouvelable. Donc ça, c'est un programme politique, c'est un programme technique, scientifique pour 50 années de travail et on n'aura jamais assez d'ingénieurs, jamais assez de penseurs, jamais assez de, disons, d'agriculteurs pour mettre en œuvre ce que moi je vais, et je finirai par ça, parce qu'il faut le dire, c'est la transition agroécologique sous très forte contrainte hydrique qui doit être réfléchie à l'échelle d'un pays sec comme le Maroc. Au niveau du Maroc, le potentiel des zones pluviales, le potentiel agricole des zones pluviales, je crois que c'est le potentiel oublié. C'est là où l'État n'a pas vraiment mis le paquet pour améliorer, pour stabiliser d'abord, parce que il faut d'abord stabiliser les rendements et puis augmenter les rendements au niveau des zones pluviales. Par la même occasion, je voudrais euh, rappeler que au niveau de l'INRA, STAT, il y avait un grand problème qui s'appelle un programme d'aridoculture et qui visait ça, la stabilisation et l'amélioration de la production végétale dans les zones arides et semi-arides. Et au sein de ce programme, il y avait assez de techniques qui vont dans ce sens. Et je cite par exemple le non-labour ou le minimum tillage. Et ça, depuis les années 90, je me rappelle, j'étais déjà à l'INRA, il y avait un certain docteur Bouza Abrahman qui avait travaillé, qui a fait son PhD sur ce thème-là. Et puis après, il y avait docteur Mravot, professeur Chikli de l'ENAD Meknes. Maintenant, il y a Abdullah Boudrar aussi à l'ENAD Meknes. Tous ces gens-là, ils ont travaillé sur le minimum tillage. Mais cette technique-là, elle peine toujours à percer au niveau du Maroc. Elle est très bien adoptée au niveau du Brésil. On commence à l'adopter au niveau de la Tunisie, mais au Maroc, ça peine toujours à... Même si on a déjà fabriqué des prototypes, par exemple à l'INRA par Dr Bahri, mais je veux dire, il y a des techniques de conservation de l'eau qui incluent le minimum tillage, le mulch, les rotations culturales, la jachère, tout ça, le couvert végétal, tout ça, c'est des techniques. Même si ils ne vont pas améliorer la production agricole individuellement, mais en les combinant, ça peut stabiliser à la longue les rendements et les améliorer. Ça, c'est au niveau des périmètres des zones pluviales. Maintenant, au niveau des périmètres irrigués, il faut savoir que on ne peut plus, avec les problèmes de sécheresse qu'on a maintenant, on ne peut plus gérer ou pratiquer des irrigations selon les besoins en eau des cultures. Ça veut dire en satisfaisant tous les besoins en eau des cultures. Il faut passer à d'autres techniques, l'irrigation de supplément. L'irrigation de supplément, d'ailleurs, il y a un chercheur, Boutfiras, qui avait travaillé dans les années 90 aussi, et ça permet des augmentations de rendement de 100%, de 120%, de 150% par des ajouts limités d'eau, qui peuvent être de 20 ou 40 mm. Il y a aussi l'irrigation déficitaire. On ne donne pas toute l'eau pour satisfaire les besoins et de l'eau et du sol. On préconise des pourcentages de déficit. Et ça aussi, ça peut être une perspective au niveau des périmètres irrigués. Il faut une agriculture, une irrigation intelligente. Dans ma thèse de doctorat, je l'ai fait sur l'irrigation et sur l'irrigation intelligente. Et parmi les conclusions de cette thèse, il y avait que la plante au niveau du champ, elle profitait mieux de l'eau, elle transpirait plus en conditions de manque relatif d'eau que si elle est trempée d'eau. Et là, il y a des échanges énergétiques au niveau de la parcelle qu'il faut... C'est marrant parce que, excuse-moi de te couper, Adil, il y a des cultures, il y a des cultures au Maroc qui reçoivent de 200 à 300% de leurs besoins. C'est ce que disais auparavant. Au niveau des périmètres irrigués, on s'est focalisé sur les techniques d'irrigation et on a
oublié l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est l'éducation, la sensibilisation et l'enseignement, le transfert de technologie, training, la formation des agriculteurs. Ces agriculteurs-là, à un certain moment, ils ne savent plus où se situent les besoins au nom de certaines cultures, surtout les nouvelles cultures qui sont introduites au niveau des périmètres irrigués. Et là, les dépassements des besoins au nom sont latents, ils sont prouvés dans la littérature. On pense toujours que ce manque d'eau, ça porte préjudice à la production agricole, mais il faut aussi penser à profiter de cette contrainte-là. Donc, il faut profiter de cette contrainte, l'étudier, en tirer des leçons pour adopter de nouvelles techniques, créer de nouvelles technologies, parce que le futur, c'est ça. On voit déjà qu'au niveau de l'Europe, ils commencent à connaître ce que c'est le stress hydrique, que ce soit par exemple en Andalousie, au Catalogne, ou bien en France, on commence déjà à sentir l'effet du stress hydrique. Nous qui sommes limitrophes du désert, nous qui avons beaucoup de zones arides et semi-arides, nous sommes plus positionnés pour travailler sur ces thématiques-là et produire des technologies qui, à la longue, peuvent profiter au secteur industriel ou agricole marocain. Avant de s'attarder sur le dessalement, rapidement, je voudrais vous m'expliquer pourquoi notre économie dépend toujours des aléas climatiques et de la clémence du ciel, alors que l'essentiel de notre production dans le secteur agricole est soutenu principalement par les stocks stratégiques. Ça, c'est un truc que je comprends pas en fait. Faut pas mésestimer, on va dire, la confiance. C'est un peu comme la bourse. Quand il pleut, les Marocains, ils ont confiance dans l'économie, dans la société, dans les activités productives, parce qu'il y a toujours ce lien très fort avec le monde rural. Si on avait les moyens de faire des études sociologiques poussées, on verrait que même les familles citadines, on va dire, d'anciennes, on va dire, longtemps installées dans les villes, ont des attaches très fortes avec le monde rural. Et à l'inverse, bien sûr, les familles d'origine rurale ont gardé des attaches, comme je te disais tout à l'heure, avec feu Jeanne Chiche. D'ailleurs, je peux raconter une petite histoire. Une fois, dans un village au fin fond de la campagne, dans la région de Taza, on faisait une enquête avec un agriculteur. Et à un moment, il nous dit, vous savez, mon frère est à Casablanca et vient encore prendre sa part d'olive, sa part. Donc tout ça pour te dire que les Marocains ont encore une attache très forte avec le monde rural et l'agriculture. Et c'est peut-être même un peu cela qui induit en erreur beaucoup de gens qui continuent de penser que le Maroc est une puissance agricole, alors que quand tu es à moins de 500 mètres cubes par habitant et par an, en moyenne nationale, de disponibilité d'eau renouvelable, tu es dans la pénurie d'eau. Tu ne peux pas. C'est totalement antinomique. Tu ne peux pas être dans la pénurie d'eau et penser que tu vas être le potager de l'Europe. C'est totalement impensable. Et même, je vais te dire, une fois, j'ai dit ça sur un plateau télévision, et puis après, je me suis amusé plus tard à aller lire les commentaires de certaines personnes, spectateurs qui ont vu donc le programme et qui disaient, mais ce professeur, il n'a rien compris. Si nous, on a, on est soi-disant pour lui, soi-disant dans cette situation, l'Inde et la Chine devraient être dans des situations bien plus graves. Eh bien, il m'a un peu, comment dire, il a créé le doute en moi. Il y a eu un doute qui s'est installé en moi, puis je me suis dit, mais attends, peut-être que ce monsieur qui n'est pas dans l'agriculture, peut-être que je me trompe. Et j'aimerais me tromper, moi, j'aimerais qu'on soit dans la l'aisance hydrique et qu'on n'ait pas ces problèmes d'eau. Puis je suis allé vérifier, eh bien, tiens-toi bien, l'Inde, avec 1,5 milliard d'habitants, a une disponibilité moyenne par individu de 1 800 mètres cubes d'eau par habitant et par an, avec 1,5 milliard d'habitants. Nous ne sommes que 30 millions. Effectivement, nous sommes une ville de l'Inde. New Delhi, c'est 30 millions d'habitants. Nous avons 450 à 500 aujourd'hui. Les chiffres officiels, 450 à 500 mètres cubes par habitant et par an. Donc, tu vois, on vit encore sur le passé. Quand nous étions 5 millions d'habitants en 1900, quand la puissance coloniale est venue avec des convoitises sur le Maroc, c'est vrai que nous étions avec une aisance hydrique que n'avaient pas nos voisins. Mais même l'idée que le Maroc est un grenier à blé est totalement fausse. Peut-être du temps des Romains, quand il y avait 10 millions d'habitants dans toute la Méditerranée. Aujourd'hui, tout ça est totalement faux. Et d'ailleurs, les importations marocaines
de biens alimentaires le démontre aisément. Nous importons 10 fois plus d'aliments sous forme. Quand tu convertis nos importations en eau virtuelle, c'est 10 fois plus que ce qu'on exporte. Donc, c'est le verdict est sans appel. Nous sommes un pays qui souffre d'un manque d'eau réel. Et puis, puisque nous avons la chance d'avoir un Marrakchi avec nous, il ne faut pas oublier qu'il y a la diversité territoriale qui est très importante. L'eau à Tanger, l'eau à Rabat, ce n'est pas l'eau à Marrakech. Et malheureusement, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, dès que tu vas plus au sud que Casablanca, et j'ai un ami qui me dit maintenant peut-être que l'ISO est de 400 mm, là, il est en train de monter du côté de la Reich. C'est pour te dire, même Rabat, aujourd'hui, est en souffrance. Et n'eussent été les dernières pluies de février et début mars, je te jure que la zone de Rabat était pour moi désertique. Le mois de janvier, c'était un véritable désert. C'est pas au niveau du Maroc seulement, mais au niveau de beaucoup de pays dans le Maghreb essentiellement. On a tendance à adopter une gestion arithmétique cartésienne des ressources en eau, dans le sens de chaque année, chaque année, par exemple, on a 10 milliards de mètres cubes d'eau. L'agriculture, il va prendre 8 milliards, 1 milliard pour l'eau potable. C'est pas ça la gestion qu'on nécessite au niveau d'un pays aride et semi-aride. Un pays où des erreurs de gestion de l'eau, ils peuvent coûter très cher. Ce dont on a besoin, c'est ce que, en termes, en anglais, ça s'appelle Water Resources Husbandry. Tu dois prendre soin de tes ressources, de tes ressources hydriques. Il ne faut pas juste les gérer arithmétiquement. Prendre soin de ces ressources comment? En prenant en compte la désertification, la déforestation, les feux de forêt, les zones humides au Maroc, beaucoup de choses. C'est eau environnementale. Et dans mon livre, d'ailleurs, je dis que l'eau environnementale a été sacrifiée à l'autel des pressions industrielles, agricoles et urbaines. L'eau environnementale, elle a un rôle écologique et environnemental très, très important pour la poursuite, pour la continuité de notre climat, pour la continuité des précipitations au niveau du pays. Et là, je crois qu'on a raté tout ça. Je vous donne des exemples. Le barrage au niveau de Ouarzazate qui a coupé le fleuve Daraa. Donc, Daraa, il n'arrive plus à l'Atlantique. D'ailleurs, plusieurs systèmes oasiens ont disparu de cette ère-là. Et maintenant, ce n'est plus le problème de Daraa, c'est le problème de Morbert qui n'arrive plus à l'embouchure. On est dans une perspective d'utilisation intensive des ressources hydriques in fine, va nous amener à la pénurie. Alors venons-en au dessalement. Compte tenu de la volonté affichée par les plus hautes sphères de l'État et de l'exécutif, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Maroc vire au tout dessalement? Les ambitions du dessalement, dans le meilleur des cas, on irait vers 1,5 milliard de mètres cubes. Et bien entendu, c'est loin des 20 milliards, des 22 milliards qui sont présentés chaque année comme étant ce qu'on a. Et d'ailleurs, on ne l'a plus. D'ailleurs, ici, il y a l'obligation disons, d'exiger que les statistiques les plus actuelles soient partagées. C'est ce qui a été demandé par la plus haute instance du pays, parce qu'en temps de crise, les citoyens ont droit à avoir l'information actualisée et crédible. Parce que les chiffres sur l'eau sont anciens et on est encore dans des schémas de pensée qui remontent parfois du temps du protectorat. Je vais te donner un exemple. La recharge des nappes. J'ai croisé tout récemment un hydrogéologue universitaire qui me dit que dans le Rhône, donc une zone relativement, on va dire, favorable, les schémas qu'on a et les modèles qu'on a continuent d'utiliser des hypothèses des années 60 du siècle dernier. Donc ça fait 60 ans et plus. Et bien sûr, ça ne marche plus. Donc pour revenir au dessalement, comme je te disais, les ambitions, c'est 1,5 milliard de mètres cubes d'ici à 2030, 2035, selon les rythmes des investissements incroyablement élevés. Et à mon avis, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il y a bien sûr le risque de penser que l'eau de la mer est infinie. Il y en a qui font très vite de le saut, hein, qui disent
L'eau de la mer étant infinie, on a une ressource infinie, on a réglé le problème. Ils oublient le coût de l'eau. Tout à l'heure, on parlait de 0,5 dirhams le mètre cube pour l'eau de l'État, l'eau des barrages, et on disait que peut-être ce prix devrait être revu à la hausse, ce qui peut peut-être sembler logique, parce que plus une ressource est peu chère, moins on la préserve. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a des milliers ou des centaines de milliers d'usagers. Si tu augmentes le prix de l'eau, les agriculteurs dans les zones irriguées où il y a encore un minimum de services devront payer ce prix et ils vont te dire il faut répercuter ce surcoût sur les consommateurs. Donc peut-être payer son alimentation un peu plus cher. Et d'ailleurs, pourquoi pas? Pourquoi ne pas payer son alimentation un peu plus cher? À l'heure de l'inflation généralisée, à l'heure où tout le monde a pris compte, on va dire, du paiement de son effort, je te rappelle que le secteur agricole, à peu près sur toute la planète, est en crise lourde aujourd'hui, à cause du changement climatique et à cause de l'inflation. Les agriculteurs en Inde, on parlait tout à l'heure de l'Inde, sont sortis dans les rues récemment pour réclamer que les prix agricoles soient garantis, stabilisés. En Europe, si tu suis les informations, ça fait maintenant presque 2 mois que les agriculteurs manifestent quotidiennement. Donc ici aussi, si on augmente le prix de l'eau, les denrées agricoles, leur prix va sûrement augmenter. Et donc les agriculteurs seraient en droit de réclamer qu'ils soient mieux rémunérés. Mais tout ça pour dire que le dessalement, finalement, pour moi, c'est un leurre. Moi, j'y crois pas trop. Je crois que le dessalement peut être une solution pour sauvegarder l'approvisionnement des centres urbains près des côtes, bien sûr. Et il va falloir le faire et ça va être fait d'abord pour ça. Mais le dessalement pour l'agriculture, quelles cultures vont être capables de valoriser de l'eau à 5 dirhams le mètre cube? Et puis les externalités négatives. Le principe de précaution voudrait qu'on prenne en considération le rejet de centaines, voire des milliers de tonnes de saumure, les sels qui vont être extraits de ces centaines de milliers, des milliards de mètres cubes d'eau. Il va y avoir des tonnes et des tonnes de sel qui vont s'amonceler dans certains écosystèmes côtiers, littoraux très fragiles. Et Faire ça très va attention. impacter ce qui est marrant, c'est que ça va impacter la pêche artisanale, en fait. C'est toujours le petit agriculteur, le petit Et exploitant, le petit pêcheur qui en pâtit en fin de compte. c'est très possible. Bon, moi, je suis pas un spécialiste, mais je peux quand même me dire que concentrer des centaines de tonnes, voire des milliers de tonnes de sel dans des zones littorales peut avoir des effets très dramatiques, très directs sur la vie dans ces écosystèmes marins où est pratiqué l'essentiel de la pêche. Tu as totalement raison. Donc, le dessalement, pour moi, ce n'est que ça. Et puis, quand on nous dit qu'il va y avoir quelques milliers d'hectares qui vont profiter des reliquats de ces stations de dessalement pour des activités agricoles, moi, je suis très circonspect, en tout cas pour l'élevage, pour les céréales, pour même l'arboriculture. De l'eau à 6 dirhams le mètre cube, c'est pas rentable. Sauf si demain on dit que la viande, le prix va être multiplié par 2 parce que l'eau qu'elle utilise, le prix a été multiplié par 5. Adil, est-ce qu'on va pouvoir exporter avec un coût aussi élevé? Non, le dessalement, pour moi, il est impraticable économiquement et il n'est pas durable environnementalement. Économiquement parlant, l'eau dessalée, le coût de l'eau dessalée, il est entre 15 et 21 dirhams le mètre cube. Maintenant, comment est-ce que l'État veut que l'agriculteur puisse bénéficier de cette eau pour produire? Donc, l'État, il va subventionner entre 15 dirhams, entre 15. 15, ouais, approximativement 15 dirhams pour qu'il puisse avoir cette eau dans son champ et qu'il la paye à 4 dirhams 50 ou 5 dirhams. Donc cette eau, elle sera immensément subventionnée par l'État. À la longue, qu'est-ce que ça va faire? Ça va ajouter plus de poids, plus de lait sur le dos des finances publiques marocaines. Si avant, l'agriculteur, il payait l'eau agricole entre 0,25 et 0,75, il faut savoir que même à ce prix-là, il y a des arriérés énormes des agriculteurs pour cette eau. Ils ne veulent pas payer. Maintenant, prenons le cas du Sous-Massa. Hmm. Ils ont la station de dessalement. Il y a des agriculteurs qui se sont engagés à payer 4 dirhams 50 le mètre cube. L'autre partie sera payée par l'État.
comme a dit Sisraeli, quelle culture va produire des bénéfices avec ces prix-là? La majorité des cultures, ils ont des valeurs ajoutées entre 0,1 euros, ça veut dire mettant 1 dirham et 5 à 6 dirhams. Le deuxième point, c'est l'environnemental. La saumure qui va être lâchée dans les différents points des côtes marocaines, on ne sait pas, on n'a pas de preuves, mais elle aura sûrement des répercussions sur les systèmes côtiers. Et il faut savoir que dès qu'on est dans cette contrainte de sécheresse, quels sont les secteurs prioritaires qui peuvent nous lancer en dehors de cette contrainte? Il y a deux secteurs, à mon avis, essentiels. C'est l'aquaculture qui se développe ici au Maroc et partout dans le monde d'une façon fulgurante. Et il y a l'agriculture biosaline. Et ça, dans cette agriculture biosaline, le Maroc, il n'a pas beaucoup d'expérience. Il y a juste des balbutiements du M6P qui ont instauré un centre au niveau de Lyon, mais ils n'ont pas assez d'expérience pour amener des résultats dès à présent. Le problème de la sécheresse, le problème de la production agricole au Maroc, c'est un problème composé, c'est un problème de recherche et c'est un problème aussi d'enseignement au niveau de l'Institut agronomique, au niveau de l'ENA de Meknès. Quelle agriculture les professeurs enseignent? Je ne parle pas de la qualité des enseignants, ça c'est autre chose. C'est le type d'enseignement qu'ils enseignent. Bien sûr, il y a les écoles au niveau de l'Institut agronomique, des écoles agronomiques belges, japonaises, françaises. Mais qu'en est-il de l'agriculture marocaine? Depuis que l'Institut agronomique existe, est-ce qu'il a développé ou juste en littérature scientifique, est-ce qu'il a développé l'agriculture résiliente qu'il y avait auparavant au Maroc? Est-ce qu'on l'enseigne aux étudiants? On ne le fait pas. Donc, on est encore à ce moment-là en train d'enseigner les étudiants, les lauréats de ces instituts, une agriculture qui gaspille l'eau, qui nécessite beaucoup de fertilisants, beaucoup d'intrants. On est toujours dans la perspective d'une agriculture exportatrice et non pas nourricière ou vivière. Donc, quand on parle d'un coût économique de 8 ou 5 dirhams le mètre cube, c'est le coût que va devoir supporter l'agriculteur. On ne parle pas du coût de revient initial, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien D'accord. Et ça. donc, Et le coût de revient initial est de combien? le Bon, prix de revient dessalement, initial, j'ai dessalement- juste le dessalement, c'est le dessalement, c'est quelque chose toujours en stade de R&D. Donc le coût pourrait éventuellement baisser avec le temps. j'ai consulté un article sur le dessalement de l'eau de mer au niveau des États-Unis. Le coût, c'est de 2 dollars par mètre cube. Au niveau, de l'Arabie Saoudite, parce qu'ils ont le pétrole, ça tourne autour de 1 dollar le mètre cube. Donc nous, si on utilise le dessalement au Maroc, ça va coûter très cher. Je veux dire, pour Oui, l'État marocain, maintenant, ouais. s'il subventionne la tomate, il subventionne les prix du blé, des céréales, et maintenant, il commence à subventionner le, le dessalement de l'eau de mer, ça va à la longue faire un lourd poids sur les finances publiques. Ça Pour faire le va, parallèle avec la grande hydraulique, pour financer la construction donc, de ces grands ouvrages, le Maroc va faire appel au même levier de financement, à savoir des emprunts externes, et donc qui devront être remboursés en devises, et donc il va falloir exporter. Et comment exporter avec un coût aussi élevé? C'est ça la question. vous savez, on a toujours présenté les barrages comme la panacée de tous nos problèmes. Les barrages eux-mêmes, dans nos zones arides et semi-arides, ils sont soumis à de grosses pertes, que ce soit par l'évaporation de l'eau, que ce soit par d'autres pertes euh, géotechniques Heureusement. de la roche-mère et tout. Un ensemble de pertes. Mais qu'en est-il, par exemple, des barrages souterrains ou bien pour la recherche des nappes phréatiques? Ces thèmes, ils ne sont pas encore lâchés sur la scène publique pour qu'on Mais sache ce qu'on est en train de faire. Et en plus, il faut savoir que les barrages marocains, construits, par exemple, dans les années 60 et 70, ils commencent à vieillir. Et si maintenant l'État marocain il a mis la bouchée double dans la construction des barrages, il faut aussi mettre la bouchée double sur l'entretien et la réparation des barrages. Il y a des barrages qui vont. Donc,
Tout simplement, je veux dire que c'est un problème très complexe Ouais, et qu'il au faut vraiment un Robert, c'est le débat serpent qui se mord la queue. entre techniciens, agronomes, écologistes et pour en sortir. Si je peux rajouter un mot Oui, sur bien la sûr. question du dessalement, moi, c'est pas ma spécialité première, loin de là. Mais on entend ces derniers temps monter au créneau certains qui disent qu'on peut baisser les coûts du dessalement par l'énergie renouvelable, c'est-à-dire le solaire. Donc, c'est couplé la technologie du dessalement avec l'énergie solaire. Moi, je ne peux pas m'aventurer. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir dans la presse, y compris spécialisée, que on est sur des ordres de grandeur qui quand même vont du simple au quadruple. Donc, on passe de 5 à 20 dirhams le mètre cube. Et bien sûr, si tu passes de 5 à 20 dirhams le mètre cube, ça change tout. Mais déjà, à 5 dirhams le mètre cube, c'est excessivement cher. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous, trois, dans nos maisons respectives, on paye le mètre cube potable, c'est-à-dire de l'eau traitée, à peu près à 7 dirhams. Moi, si je prends le cas pour la ville de Rabat, la régie qui vend l'eau à Rabat le vend à peu près à 7 dirhams le mètre cube. Je viens de vérifier ça sur ma facture. Mais pour l'agriculteur, 5 dirhams le mètre cube d'eau, on va dire, entrée parcelle, c'est déjà excessivement cher. Alors que dire de 20 dirhams le mètre cube? Là, c'est totalement impensable. Il ne faut même pas y penser. Ça ne pourra pas être valorisé de manière rentable par l'agriculture. Et puis, bien sûr, le dessalement, c'est aussi une dépendance par rapport à des technologies qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'il y a il y a la partie, on va dire, énergétique, mais il y a aussi tout ce qui est filtre pour le dessalement, qui ne sont produits que par quelques rares sociétés à l'échelle mondiale. Et donc là aussi, ça renforce une dépendance. Donc au bout du compte, on n'est pas sorti de l'auberge par rapport à ces questions de dépendance, aussi bien sur les intrants nécessaires pour la production agricole que pour les produits agricoles en eux-mêmes. Alors, Juste, oui, oui, juste allez. ajouter un tout petit point. Maintenant, l'Andalousie et la Catalogne au niveau de l'Espagne, ils connaissent eux aussi des problèmes de sécheresse. Et au niveau de l'Espagne, ils ont adopté un plan de 12 milliards de dollars pour la construction des usines de dessalement, mais aussi pour l'amélioration des réseaux d'approvisionnement en eau potable. Parce que si tu injectes, par exemple, une eau de 20 dirhams le mètre cube dans un réseau d'approvisionnement qui est inefficient, par exemple, je peux donner au niveau du Maroc, il est le projet l'efficience au niveau du réseau d'approvisionnement, il est en moyenne de 71%. Ça veut dire, si tu injectes 100 mètres cubes au niveau de ce réseau, 71 mètres cubes vont arriver au destinataire, au client. Mais si on ajoute aussi les efficiences d'adduction, les efficiences de transport et d'adduction, on est aux environs de 61% d'efficience. Ça veut dire que à partir de 100 mètres cubes d'eau du barrage, 100 mètres cubes d'eau, ce qui arrive au client, c'est 61 mètres cubes. Ça veut dire qu'il y a 39 mètres cubes qui sont perdus. On parle de dessalement, mais qui parle d'amélioration des systèmes d'approvisionnement, des réseaux d'approvisionnement? Tout est lié, tout est lié. Donc, on navigue à vue, on va dire. Vraiment, Donc, il faut adopter une approche, on va dire, holistique qui implique tous les acteurs de la chaîne, en passant par les planificateurs, les producteurs et les distributeurs. Oui, en somme, c'est des débats citoyens dans les territoires. J'insiste, c'est important. Encore une fois, l'eau à Tanger, ce n'est pas l'eau à Zagora ou à l'Ayoun. C'est la chance de notre pays, c'est d'avoir cette diversité de territoires. Et donc, ça veut dire des débats citoyens adaptés aux atouts et aux limites de chaque territoire sur la question de l'eau, avec bien sûr une ouverture à tous les citoyens et les instances qui le représentent, partis politiques, associations, et aussi, et ça c'est important à mon avis, l'approche bottom-up, c'est-à-dire que les décisions montent de la base et sont prises au sommet. Et non pas les décisions sont prises au sommet et imposées à la base.
Ça, je pense, ça nous a fait très, très mal en beaucoup de secteurs, y compris en secteur agricole, parce que c'est un peu pour embrayer ce que tu avais dit au début. On se rend compte par la suite qu'on n'a pas l'eau pour toutes les productions qu'on veut faire dans les différents bassins. Ben, c'est ça l'approche top-down. Je suis dans un bureau, je mets un tableur Excel et puis je commence à dire j'augmente de 20% ceci, 30% cela. Mais si je ne mets pas en contact direct et en prise directe ces augmentations sur mon tableur Excel avec les ressources, notamment l'eau, euh, pour réaliser ces productions, ben, ça reste qu'un tableau sur Excel, hein, sans plus. Et ça, on l'a vu par exemple dans le secteur laitier, que je connais très bien. Il était prévu de produire 4 milliards et demi de litres de lait à l'horizon 2020, en partant d'une situation où on était à peu près à 2 milliards en 2008. Aujourd'hui, on est à peu près à la situation de 2008. On est revenu à 2 milliards, péniblement à 2 milliards. Parce que l'eau, la sécheresse, l'inflation et tout ce que tu veux font que ben, toutes les projections théoriques n'ont pas été réalisées. Donc, cette question de gouvernance, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, top-down, bottom-up, elle est primordiale. Il est hors de question aujourd'hui d'imposer depuis le sommet des décisions comme ça, juste parce qu'elles font plaisir à tel ou tel lobby. Et il faut plutôt avoir des débats citoyens dans les territoires sur la planification hydrique et sur ce qu'on peut faire avec les quantités réelles d'eau renouvelable dont on dispose dans chaque territoire.